Bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et je vous présente sans plus tarder l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices qui n'ont pas peur d'affronter les reportages. Isabelle, et on a un bonus, Chantal Bédard, la directrice de C'est sur la télé, qui est venue voir si on faisait une bonne job. Rosalie, Alexandra et moi-même, Danilo. Et cette semaine, on part en virée à Très-Saint-Rédempteur. Cette petite municipalité agricole de 1005 habitants, qui se trouve à la frontière de l'Ontario au flanc ouest de la montagne de Rigaud, se démarque par son côté champêtre et ses boisés luxuriants. Très-Saint-Rédempteur est principalement constitué de jeunes familles, de travailleurs autonomes et de jeunes retraités. Hey, honnêtement, Chantal, moi, là, je ne connaissais pas la dynamique de Très-Saint-Rédempteur. Sérieusement. Danilo, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Ah, ben, voilà. Je suis à Très-Saint-Rédempteur, à la fête champêtre, la fête du village, la fête des jardins communautaires, où on va rencontrer une nouvelle association Très-Saint-Rédempteur en action. Et on peut vraiment dire que le sang du monde ce soir est à Très-Saint-Rédempteur. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus à ce troisième cocktail organisé par Très-Saint-Rédempteur en action pour les citoyens, les voisins, toutes les personnes intéressées à venir passer un bon moment, à se rencontrer les uns les autres et puis à construire finalement ou à entretenir une vie communautaire. Alors, Très-Saint-Rédempteur en action est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par des citoyennes de Très-Saint-Rédempteur. Alors, ça a commencé avec moi, je pense, en vérité, parce qu'on était à une réunion. Il y avait une réunion de ville, un brioche et café. Et quelqu'un disait qu'il n'y avait pas de comité de loisirs ni de récréation. Alors moi, j'ai dit, ben, je vais le faire. Ah ouais, let's go. J'étais nouvelle à la ville. J'étais ici il y avait déjà 1 an et demi, puis je connaissais pas le monde parce que je venais de Montréal. Alors c'était une bonne façon de m'impliquer. Et j'ai couru à chaque table. La première table, c'était Madame Peggy, qui était déjà impliquée avec la ville. Elle faisait des bénévoles, je pense, avec les enfants ce jour-là. Puis elle a sauté dessus. Alors ça a commencé, puis Aline, elle s'est jointe à nous, je pense, peut-être 12 heures plus tard. Peut-être 8 heures plus tard. C'était quand même, dès qu'elle n'était pas là pour la première 5 minutes, mais elle était là direct au début. Fait que ça a été instantané, là. Il y a eu une belle chimie qui s'est mise en place à ce moment-là. Alors donc, on est une petite équipe et on est toujours très accueillant si des personnes ont envie de s'impliquer. On a besoin de bénévoles toujours pour essayer de faire des projets sympathiques, comme le jardin communautaire que vous voyez derrière vous, et qui a été réalisé donc grâce à l'implication de plusieurs personnes et grâce à l'implication de Marilyn Picard aussi, donc députée de Soulanges, donc au niveau provincial, qui nous a soutenus financièrement, de même que la municipalité. Quand votre mairesse est venue me voir pour me dire qu'il y avait une idée de jardin communautaire, on a sauté rapidement, hein, Julie, on a embarqué sur la switch, comme qu'on dit. Puis on a vraiment travaillé en collaboration, donc ça me fait un grand plaisir de vous voir tous aujourd'hui. Je pense qu'avec cette année difficile qu'on n'a pas toutes passé au travers, on est vraiment fiers de se rencontrer. La communauté, c'est hyper important. Donc, des journées comme ça sont très bienvenues. Catherine Massane, on est derrière un luxurieux jardin communautaire. Oui, on a installé le jardin communautaire cette année. La semaine prochaine, on fait un chasse au trésor pour les gens de Très-Saint-Rédempteur. Et on fait des cours de yoga, des activités via Zoom durant la COVID pour fabriquer des chandelles, des choses comme ça, pour que les gens sortent de chez eux et qu'ils se rencontrent entre voisins.
Bien, on s'implique par citoyens. Si les citoyens peuvent venir ici aller cueillir la tomate, qu'on voit très bien, on a 3 sortes de tomates. On a une belle jaune, on a une belle rouge, puis on a une belle noire, typiquement savoureuse. Là. C'est très bon. On a aussi du cake, mais que j'ai découvert cette année. Ah, ben oui, justement, on a un exemple ici devant la caméra, un très gros plan d'un piment. Merci. Ah, tu veux le garder, hein? Ben oui, parce que je oui. Oui, je te comprends. Garde-les. C'est bon. Mais tu peux t'en servir avant que tu partes. Et voilà, c'est la cueillette communautaire. Donc, les enfants, les adultes peuvent venir quand ils veulent. Puis ils découvrent en même temps les saines habitudes de vie, la nourriture biologique et tout ça. C'est bon, c'est correct. Bientôt, nous allons avoir un four à pizza, un jour bientôt ici. Alors, on s'est dit les deux choses ensemble se marient très bien. On peut prendre des belles tomates, du basilic, des poivrons, puis faire des pizzas. Alors, ça nous donne une autre raison pour réunir ensemble. Une bonne raison pour m'inviter encore. Ben oui. Parce que j'aime la pizza. Bienvenue, Je comprends. Chantal, quand tu veux. Mais merci beaucoup, les filles. Bonne soirée. Merci. Toi aussi, tu viendras. Chers Vaudreuil-Soulangeois, aujourd'hui, on est à la brasserie Choune et on s'en va prendre une petite bière avec nul autre que le grand Patrice Choune, fondateur. Suivez-moi. Et bonjour Patrice. Bonjour. Patrice de la brasserie Choune, la première brasserie ferme brassicole en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Puis en Amérique au complet, même en Amérique du Sud, il n'y en avait pas quand j'ai commencé. Wow! Alors là, on peut dire qu'on est en présence d'une star de la bière. Moi, j'espère que je ne suis pas une étoile filante. Mais bon, j'essaye d'être là. Et ça fait déjà 26 ans maintenant que je suis dans le monde brassicole. Puis, on est en croissance et on continue notre petit bonhomme de chemin à travers les hauts et les bas de l'industrie brassicole. Vous êtes ingénieur agronome. Oui. Diplômé en microbiologie. Oui. Et sommelier de la bière. Et aussi maître brasseur à Chicago. Ouais, d'accord. Et vous terminez premier de votre cohorte en sommellerie de la bière. En sommellerie, oui, c'est ça. Et puis ça, c'était en 2012. Mais qu'est-ce qui vous amène... je veux dire, ça fait 30 ans que vous êtes au Québec. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous amène au Québec? Mes parents. OK. Mes parents ont décidé de venir ici acheter une terre agricole. Et donc, c'est comme ça qu'on a déménagé, qu'on est venu s'installer en 1980 ici. Et en 92, je me suis installé, j'ai installé ma ferme. Et là, je cherchais à faire une production autre que juste soya, maïs. Et donc, j'ai pensé à faire une ferme brasserie que j'ai lancée en 96 pour faire comme sorte de vignoble de la bière, mais ici, donc au Québec, sur ma terre. On est ici en ce moment, c'est la fête belge. Oui. C'est vraiment... Vous faites beaucoup d'événements pour souligner, pour souligner les grandes occasions, oui, si je comprends bien. Hein? On fait une fête au mois de mai qui s'appelle Cinco de Mayo. Oui. C'est en l'honneur de la bataille qui a eu lieu à Puebla. Et c'est le nom aussi de la microbrasserie que je suis partenaire au Mexique. Oui, la troisième plus grosse microbrasserie. C'est la troisième plus grosse microbrasserie au Mexique. Très impressionnant. Mais comment c'est reçu par les Mexicains? On s'entend que nous, on connaît la Corona, qui goûte, je veux dire, qu'on doit agrémenter d'une lime pour que ça goûte quelque chose. Oui. On parle d'une bière belge. Oui, donc j'ai été approché par des gens d'affaires du Mexique qui voulaient faire de la bière belge au Mexique. Et donc, en 2011, là, j'ai été au Mexique. Bon, la première fois que j'ai reçu ma lettre, j'ai pensé mafia, la drogue, les meurtres, comme tout le monde ici. Et j'étais là-bas, puis je suis tombé en amour avec
la gastronomie, la gentillesse des gens et l'architecture. C'est vraiment une ville, Puebla, super belle. Et donc on a installé, je suis parti de zéro, donc trouver la place d'après la qualité de l'eau et puis de partir la formation des brasseurs là-bas, des gens qui travaillent en production et la création de toutes les recettes. Et la réponse a été très très bonne. Ouais. Franchement, les gens sont super fiers. C'est toujours un plaisir, même quand je prends le taxi, puis quand la personne sait que c'est moi qui ai créé la Saga ou le Sadilla, qui sont vraiment les bières super connues à Puebla, ils sont là, ah ouais, ils ont l'impression de promener une star, comme tu dis. Oui. C'est drôle, hein? Nul n'est prophète dans son pays, comme on dit. Et puis là, on reste dans l'extérieur. Vous avez aussi cofondé une plateforme d'importation de produits québécois, entre autres évidemment de la bière, pour que ça se rende à Bordeaux en France. Oui, donc c'est ça. On a créé une société qui s'appelle Distribution au Caribou. Et donc on importe des produits sirop d'érable, les bières évidemment. Et on a un entrepôt à Bordeaux et de là c'est redistribué sur la France et dans certains pays européens. Et là, si on revient plus ici, on a beaucoup aussi de partenariats. On a une boutique gourmande avec, j'imagine, des producteurs locaux. Oui, donc on essaye d'avoir une boutique du terroir pour mettre en promotion, vu qu'on a quand même beaucoup de monde qui viennent de partout. Donc ça donne une vitrine les produits régionaux ici. Mais aussi, vu qu'on est belge, vu qu'on a des bons contacts en Belgique, on fait venir et donc on revend ici des produits typiques de la Belgique. Intéressant. Un verre typique belge. Soit dit en passant. Parce que les Belges aiment que la bière sente. Et le format leur permet de bien humer la bière. On peut l'avoir remarqué, il y a beaucoup de poules qui se promènent même, je veux dire, dans le stationnement. Tu sais, quand on parle de poules en liberté, là, c'est de la liberté. Là. Comment c'est arrivé? Donc l'année dernière, on a dit, c'était la pandémie, on s'est dit, on va aussi avoir nos poules, puis on va produire les œufs, vu que de toute façon, on a beaucoup de drèches que je donne déjà à des producteurs agricoles pour nourrir des animaux. Et drèche, juste sur le oui, drèche. Oui. Donc la drèche, c'est ce qui reste, c'est le grain qui reste après la production de bière. Oui. Et puis, on devait faire un enclos, et on les a reçus, mais on n'a pas eu le temps de faire l'enclos, et on a eu un événement. Fait que les poules étaient là, j'ai oublié de les renfermer le matin. Puis j'ai eu les gens se prendre en photo avec les poules. Les gens m'ont dit c'est vraiment merveilleux. Alors, on a décidé de les laisser en liberté ici. Et maintenant, j'ai entendu dire qu'il y a d'autres brasseries qui font la même chose depuis qu'ils ont entendu que c'était possible de laisser des poules avec les clients. Et là, ça fait 26 ans que ça existe ici. C'est quoi les projets futurs? Parce qu'il y en a là, des idées, j'ai l'impression. Là. Ah oui, on n'arrête jamais. Oui. Donc c'est sûr que là, on va agrandir, on va doubler la surface ici de la brasserie. Oui. On veut pimper un petit peu notre matériel de production. Et on est en train de regarder pour installer une distillerie aussi. Et moi, c'est vraiment des styles de whisky écossais qui m'intéressent. C'est sûr que tout le monde fait du gin parce que c'est intéressant, ça permet d'avoir tout de suite de l'argent. Mais dans mon cas, moi, c'est vraiment pour faire du vieillissement long terme. Intéressant. Comment elle est reçue, la bière, par les Belges? Quand la bière du Québec, bon, peut-être. Oui, mais c'est le savoir-faire belge. Oui. Les gens retrouvent exactement les goûts, ils me disent c'est comme en Belgique. Ah. Donc, tu sais, pour un Belge qui vient ici, il est content, il retrouve un goût particulier. Parce qu'il y a quand même beaucoup de brasseries qui font des styles belges, mais c'est souvent à côté. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ça. Les Belges se retrouvent dans nos produits. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Vraiment, ça a été c'est un vraiment... Bienvenue, puis c'est vraiment santé un parcours quand même. enchanteur. Santé! Ah non, il y avait une mouche dans mon vin. C'est pas grave, c'est des protéines. Hey, moi, les gens là, qui se réinventent, comme c'est le cas à Très Saint-Rédempteur, ça m'impressionne. Et c'est ce que j'ai découvert à la maison du défricheur. Odile, merci de nous recevoir. C'est avec grand plaisir que je viens faire le reportage ici. La première des choses qui me marque quand j'arrive,
c'est pas un endroit où... C'est pas un centre-ville où on est placé, là, ici. Ma question, brûle pour point comme ça, vous avez une réputation d'avoir une cuisine très fine, une bonne réputation d'ailleurs, très connue. Pourquoi pas avoir choisi le Vieux-Montréal ou Québec, la ville de Québec qui est très réputée pour avoir des bons restaurants, très Saint-Rédempteur? Pourquoi? Pour la qualité de vie, d'abord. Vivre à la campagne, gagner notre vie à la campagne. À l'époque, les enfants étaient d'âge secondaire. Le Collège Bourget a influencé aussi. Mais le cadre, on l'a visité en plein hiver, sous la neige, mais on a quand même été emballés. Et on a eu le coup de foudre et voilà, ça fait 37 ans maintenant que nous sommes installés ici. Parce que vous êtes originaire de France? Oui, oui, nous avons été 4 ans à Montréal et nous n'aimions pas trop Montréal, alors on a cherché à en sortir et on s'est retrouvés à Saint-Rédempteur. Et quand vous avez acquis l'endroit ici, c'était un autre type de restaurant? C'est un tout petit restaurant? C'était un steakhouse. Le décor est très, très différent. C'était du bois préfini à grandeur. On a tout réinstallé en bois de grange, en poutre. On a tout refait la décoration. Et puis, on s'est imposé avec notre cuisine, ce qui n'a pas été facile au début, parce qu'à l'époque, la cuisine française, les gens disaient cuisine française, pas grand-chose à manger dans l'assiette et tout ça. Alors, on a beaucoup combattu ça, on faisait des très bonnes assiettes, on a beaucoup combattu ça. Et puis, la diversité des menus, et puis, on a cherché à travailler le plus possible avec les produits locaux, les produits du Québec. Et le chocolat est venu. Le chocolat, au début, nous ne le vendions pas. Nous le donnions à la fin du repas, nous donnions une assiette de chocolat aux clients. Et un jour, même plusieurs fois, des gens m'ont dit « mais vous devriez en faire, en emballer pour qu'on ait le goût encore de vous une fois rendu chez nous ». Et c'est là que ça a fait tilt dans ma tête, que j'ai commencé à faire des emballages, que les gens emmenaient. Puis ça s'est commercialisé comme ça, beaucoup. Puis c'est rendu très gros, le chocolat quand même, aussi. Et là, bon, on a passé, je ne sais pas si c'est passé, mais en tout cas, on a eu une pandémie. Oui. Ça a été difficile, surtout pour les restaurateurs. Oui. Vous en êtes sortis avec le chocolat. Oui, le chocolat nous a beaucoup, beaucoup aidés parce que les gens avaient besoin de réconfort. Donc, ils se sont laissés aller tranquillement vers le chocolat. Et je dois dire que Pâques 2020, Noël 2020, Pâques 2021, ça a été des records. Ça a vraiment été des records. Ces 2 dimanches de Pâques, je n'ai pas ouvert parce que je n'avais plus rien à vendre. J'avais plus une poule, plus un œuf, plus rien. Alors j'ai fermé les dimanches. C'est la première fois depuis 37 ans qu'on fermait le dimanche de Pâques. Les gens me disent souvent, on a l'impression d'être chez soi quand on arrive ici. Mais c'est ça qu'on veut que les gens ressentent. Je le confirme, il y a une belle atmosphère. De les recevoir comme s'ils se sentaient chez eux, avec une qualité de cuisine, un service correct, et puis... Oh, mais vous avez la réputation d'être plus que correct, hein? Impeccable même. Vous savez, maintenant, j'ai même mon petit-fils et ma petite fille, les enfants de mon fils qui travaillent avec nous les fins de semaine. Ah, c'est vraiment une affaire familiale. Pour l'instant, oui. Ben, je ne dis pas qu'ils feront ça toute leur vie, ils sont aux études, mais en attendant, ils font leur argent de poche, ils ont leur salaire, ils travaillent avec nous. C'est ce qui est très bien, Ben oui, c'est agréable. Et vous dites que vous voulez que les gens se sentent comme à la maison, et on le ressent effectivement, mais en plus, vous encouragez l'économie locale du fait même que vos produits, autant que possible, viennent de la région. Oui, le plus possible, le plus possible. Comme je vous disais tout à l'heure, le bœuf, l'agneau, c'est impossible parce que nous, on a besoin des filets mignons, on a besoin du carré d'agneau ou du jarret d'agneau. Il n'y a pas un producteur local qui peut nous fournir ça. Mais par contre, le filet de porc Nagano qui est en Estrie, c'est quand même, on va dire, local, c'est l'Estrie, c'est le Québec. On n'emploie que ce filet de porc-là. On a la pintade de Rigaud, la pintade de l'élevage Plume des Champs à Rigaud. On a le fromage de chèvre de Sainte-Justine de Newton. En saison, on a les asperges de Saint-Polycarpe, on a les endives à Saint-Clète, on a l'ail, la salade, des petits légumes de Saint-Rédempteur. On va chercher les fruits dans les environs, chez les producteurs. De plus possible, on se sert local. Mais comme je vous dis, ce n'est pas toujours évident.
Effectivement, dans la possibilité, la mesure où vous êtes capable. Oui. Comme en ce moment, ce ne sont que des légumes du Québec. Dans nos assiettes, il n'y a pas depuis qu'il y a des légumes du Québec, il n'y a que ça. Et l'hiver, les betteraves se gardent très bien, les carottes, les poireaux, c'est des légumes du Québec, même l'hiver, parce que ça se conserve. Alors, on a des betteraves qui nous viennent de Saint-Lin, on a des choses comme ça dans les Laurentides. On travaille le plus possible local. Les fines herbes sont du jardin, le basilic, le persil. On fonctionne comme ça. Et l'avenir, qu'est-ce qui sera l'avenir pour vous? Comment vous voyez l'avenir à court terme? À court terme. Parce que c'est difficile de dire à long terme, mais... Catherine et Hugo sont en charge, si vous voulez. Hugo est le chef. Catherine, c'est elle qui fait beaucoup de gestion. Moi, je suis toujours propriétaire, mais je laisse beaucoup prendre leurs décisions. Ils choisissent les menus, ils font les achats. Je leur fais confiance entièrement. Maintenant, moi, tant que je vais être capable, je vais être là parce que c'est ma vie. Je ne me vois pas arrêter, ne plus voir mes gens. Alors, tant que j'ai la santé, je vais être là. Odile, c'est un plaisir. Vous êtes très attachante et merci énormément de votre temps et de votre générosité. C'était un plaisir pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, je vous annonce déjà que c'est le dernier reportage de la saison. Ben oui. Et pour ce dernier reportage, nous avons fait un petit arrêt à Rigaud pour découvrir le jeu d'évasion au Sentier de l'Escapade. Vous y êtes presque. N'abandonnez pas si près du but. Je suis CA, votre complice de la douane. Je peux vous aider à traverser les frontières, mais vous devrez faire vite puisque mon quart de travail se termine dans 1 heure. Après cela, il me sera impossible de vous épauler sans prendre de risques considérables. J'ai mis dans ce sac plusieurs éléments pouvant vous aider à accomplir les différentes tâches qui se dresseront sur votre chemin. Évidemment, vous comprendrez que je ne pouvais pas simplement vous indiquer où j'avais caché les passeports qui vous permettraient de passer les douanes illégalement. Salut! Je suis présentement au Sentier de l'Escapade à Rigaud où je me prépare à faire le jeu d'évasion. Mais avant, j'ai rencontré quelqu'un qui va nous expliquer un peu le concept du jeu. Quant à moi, je vais continuer à lire mes indices ou comment ça fonctionne, à prendre connaissance de ma carte et je vous retrouve tout à l'heure pour faire le jeu. Mais je ne peux pas relever de punch, alors vous allez rester sous le mystère. On est ici donc pour parler du jeu d'évasion. Première des choses, c'est le seul jeu d'évasion dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Oui, c'est ça. Bien, en tout cas, de ce que je connais, il n'y en a pas d'autres en ce moment là, dans Vaudreuil-Soulanges pour l'instant. Fait que le nôtre, c'est le premier là, qui a vu le jour. Ça fait quelques semaines qu'on l'a parti, là, depuis le 31 juillet maintenant, les fins de semaine jusqu'à la mi-novembre à peu près. Puis quelle était l'initiative de partir ce jeu-là? Pourquoi? Bien, en fait, l'idée est venue même avant la pandémie. Quand on a vu, dans le fond, tous les jeux d'évasion qui se font au Québec, c'était quand même assez populaire. Puis moi, je me disais, ça se peut pas qu'il n'y a pas de jeux d'évasion qui se font à l'extérieur, parce que la plupart des jeux d'évasion, c'est dans des chambres fermées, puis là, il faut que tu trouves la clé pour sortir de la chambre, pour rentrer dans une autre chambre. Puis moi, je me disais, comment on peut faire pour développer un jeu d'évasion, une partie à l'intérieur, mais aussi une partie à l'extérieur, parce qu'on a un super beau boisé. Ici, on a les Sentiers de l'Escapade. Un mix des deux, puis pour que les gens puissent faire aussi du plein air. Fait qu'on a approché une compagnie qui développe des jeux d'évasion. C'est la compagnie Sans Fuir. Eux, ils ont plusieurs jeux d'évasion à Terrebonne. Puis ils ont travaillé avec nous pour la création du jeu d'évasion de Rigaud. Mais là, je vais aller faire le jeu. Oui. Alors, Véronique, voilà, on va se déplacer.
on peut pas filmer quand même pour pas relever des punchs. C'est ça, Puis mais moi, je vais garder ma bouche fermée. Je ne dirai rien lors de la présentation de ce reportage. Mais quand même, tu vas me montrer un peu, là, puis je vais partir à l'aventure. Quand le groupe arrive, ils doivent se diriger au stationnement principal du parc. On a une indication passeport clandestin pour le jeu d'évasion, donc les gens doivent se présenter là. On a des responsables d'activité, des maîtres de jeu qui vont les accueillir. Puis, en fait, aujourd'hui, si tu veux essayer notre jeu... Absolument. En fait, ce qu'on va vous remettre quand vous allez venir, c'est un sac à dos. Vous voyez, le sac à dos, il est quand même assez pesant parce que il est barré. Donc, vous avez des cadenas. Fait qu'il va falloir que vous trouviez, au travers les différentes épreuves, les énigmes pour ouvrir les cadenas, pour pouvoir avoir accès aux réponses ou autres à l'intérieur du sac à dos. Donc, tout est là-dedans. C'est votre outil principal. Ensuite de ça, tout à l'heure, quand on va partir, on va avoir à lire le synopsis puis la première question. Et puis, pour le trajet, bien, on a un plan comme ça qu'on remet. Fait que la pochette, cette pochette-là, on la remet aux participants. OK. Donc, c'est leur pochette de jeu. Puis, ça, c'est le plan. Donc, il faut toujours se référer au plan. Fait que l'équipe sait d'où ils partent et sait aussi où ils doivent se rendre. Fait que tout est dans le même secteur, là. Parfait. Fait que c'est pas à 3 km d'ici, là. C'est vraiment dans le secteur du Boisé des Franciscaines, juste derrière le parc. Donc, c'est facilement faisable là, à pied. Là. Les gens ne vont pas se perdre, là, évidemment. Là. Non, c'est pas ça. du tout. C'est ça. C'est très bien indiqué. Ah, bien, c'est parfait. Donc là, on peut se diriger à l'entrée officielle du jeu d'évasion. Allons-y. Parfait. Alors, Danilo, on est rendu à l'entrée des Sentiers de l'Escapade, comme tu peux voir. Donc, c'est ici que votre équipe va démarrer pour faire notre jeu d'évasion passeport clandestin. Alors, je te remets ton sac. Ouh! Yes! Donc, dans votre équipe, il y a quelqu'un qui porte le sac, il y a quelqu'un qui peut agir de secrétaire pour prendre des notes, puis il y a quelqu'un qui peut avoir le radio walkie-talkie pour parler avec le maître de jeu. Si vous voulez des indices tout au long du parcours, vous demandez des indices, il n'y a pas de nombre maximum d'indices, là. En fait, le jeu devrait se faire dans environ 60 minutes. Fait que dans 60 minutes, vous devriez avoir réussi ou pas. Le maître du jeu va vous informer quand il va rester 15 minutes, une demi-heure, puis 15 minutes, il va vous informer pour que vous sachiez un peu combien de temps il vous reste pour compléter le jeu. Et je vous remets votre pochette. Dans la pochette, tout est là. Je t'ai déjà remis le premier texte d'introduction pour le départ du jeu. Puis c'est dans ce texte-là aussi où vous aurez votre première énigme à résoudre qui va vous amener au premier point pour continuer après ça votre parcours. N'oubliez pas, vous avez un plan à l'intérieur. Toujours vous référer au plan. C'est bien important. Puis, bien, je vous souhaite de réussir. Merci. Faites mieux que l'équipe des loisirs. On l'a fait en 48 minutes. 48 minutes avant. Voilà, on va essayer de faire mieux alors. Bon, avec bonne chance, puis vous me donnerez des nouvelles, puis j'encourage tout le monde de la région de Vaudreuil-Soulanges à réserver en ligne puis à venir faire notre jeu d'évasion. C'est vraiment le fun. On a des bons commentaires depuis le début, puis on est bien contents. Donc, je vous rappelle, c'est dans les Sentiers de l'Escapade, ici dans le Boisé. Il y a une partie aussi à l'intérieur. On ne vous révèle pas à quel endroit, mais il y a quand même une partie du jeu, la moitié du jeu à peu près, qui se fait à l'intérieur dans une salle fermée. Alors, bienvenue! À très bientôt! Et bonne chance! Merci! OK. Alors, là, je pars, c'est pas une blague. Voici la carte, je dois suivre ça. J'ai mon sac, comme Véronique m'a donné tout à l'heure. Bien, mon premier défi, ça va être de trouver les formules pour... puis en fait, débarrer les cadenas. Et là, je m'en vais sur un sentier. Souhaitez-moi bonne chance. Ciao! C'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes chères collaboratrices et à ma patronne Chantal. Est-ce qu'on a bien fait ça? Phew. Merci Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici, c'est Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Virée.
Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!